Elle a laissé un mot disant qu'elle avait besoin de se retrouver et s'est volatilisée avec 70 000 € de nos économies. Pendant un an, le silence complet. Puis est arrivé ce SMS, je me suis bien amusé. Maintenant, je suis prête à redevenir une épouse. Je n'ai pas répondu. Lorsqu'elle s'est présentée à ma porte, elle a vu qui lui a ouvert et son visage est devenu livide. Je m'appelle Michel Dubois, mais tout le monde m'appelle Mich. J'ai 50 ans et, jusqu'à l'année dernière, je pensais avoir tout compris à la vie. Un mariage solide avec Isabelle, 2 enfants adultes qui faisaient leur chemin et une entreprise qui tournait pratiquement toute seule. Je possède 4 stations de lavage haut de gamme dans la banlieue de Lyon, qui rapportent environ 12 000 € par mois de revenus passifs tandis que mes gérants s'occupent des opérations quotidiennes. Je me réveillais, je vérifiais les chiffres sur mon téléphone, je passais peut-être voir une des stations si j'en avais envie, et je passais le reste de mon temps à bricoler dans la maison ou à planifier nos prochaines vacances. Isabelle travaillait comme agent immobilier. Elle était douée, toujours en train de conclure des ventes, toujours en train de réseauter à un événement ou un autre. J'étais fier de son dynamisme. Elle rentrait tard, sentant le vin et les petits fours des vernissages ou des pots de départ, et je lui demandais comment s'était passée sa journée. Elle m'embrassait sur la joue et disait les épuisants avant de monter prendre sa douche. Je n'ai jamais posé de questions. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était un mardi matin de mars quand j'ai trouvé le mot. Même pas une vraie conversation. Juste un morceau de papier sur le comptoir de la cuisine, à côté de la machine à expresso. Je me souviens encore des mots exacts car ils se sont gravés dans mon cerveau, j'ai besoin de me retrouver. Ne m'attends pas. Je suis désolé. C'était tout. Pas d'appel, pas d'explication en larmes, pas de tentative d'arranger les choses. Juste quelques mots et une excuse sans conviction. Sa voiture avait disparu de l'allée. La moitié de son dressing était vide et notre compte d'épargne joint était allégé de 70 000 €. Je suis resté là en peignoir, tenant ce mot, avec l'impression que quelqu'un avait dérobé le sol sous mes pieds. Les premières semaines furent les plus dures. J'ai appelé son portable peut-être 100 fois. Chaque appel tombait directement sur la messagerie. Je suis passé devant son agence, mais sa collègue m'a dit qu'elle avait pris un congé sabbatique indéterminé. Nos enfants, Thomas et Chloé, savaient quelque chose que j'ignorais. Je le voyais à la façon dont ils évitaient mon regard quand je leur demandais s'ils avaient eu des nouvelles de leur mère. Thomas surtout, il devenait très vite défensif, elle traverse une passe difficile, papa. Laisse-lui juste de l'espace. Comme si c'était moi le problème. Comme si je l'étouffais simplement en existant. J'ai appris plus tard, bien plus tard, qu'il lui envoyait de l'argent, aidant à financer sa crise de la cinquantaine pendant que j'étais à la maison à essayer de maintenir la famille à flot. 3 mois après le départ d'Isabelle, j'ai arrêté de compter les jours. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes en espérant un SMS qui ne venait jamais. J'ai recommencé à vivre, ou du moins à faire semblant. Me lever, douche, vérifier les chiffres de l'entreprise, trouver quelque chose à réparer dans la maison. La pelouse avait besoin d'être tondue chaque semaine. Les gouttières devaient être nettoyées. La clôture avait une planche desserrée que je voulais remplacer depuis longtemps. C'est là que j'ai remarqué Sophie. Elle avait emménagé dans la maison en location de l'autre côté de la rue vers la fin mai. Je ne faisais pas trop attention au voisinage à l'époque, trop enfermé dans ma tête. Mais un matin, j'étais devant en train d'arroser les massifs de fleurs qu'Isabelle entretenait autrefois, et j'ai vu cette femme en blouse médicale sortir d'une vieille Renault Clio cabossée. Elle avait l'air épuisée, ce genre de fatigue qui s'incruste dans les os après une longue garde de nuit. Cheveux bruns tirés en queue de cheval, gobelet de café dans une main, clé dans l'autre. Elle a jeté un coup d'œil et m'a fait un petit signe de la main. J'ai hoché la tête en retour, pas vraiment d'humeur à discuter. Sophie Martin, c'était son nom. Elle travaillait comme infirmière en réanimation au CHU, enchaînant des gardes de 12 heures alternant jour et nuit. Elle avait 35 ans, jamais mariée, et vivait seule dans une maison trop grande pour une personne. Un peu comme moi. Nous ne parlions pas beaucoup au début, juste le signe de main occasionnel quand nous nous croisions. Elle partait au travail quand je relevais mon courrier. Je sortais les poubelles quand elle rentrait. Politesse de bon voisinage, rien de plus. Puis, un samedi matin, j'étais dans mon allée en train de faire la vidange de ma voiture quand elle s'est approchée avec une assiette recouverte d'aluminium. « Vous avez l'air d'avoir besoin de cookies maison », a dit Sophie, la voix chaleureuse mais pas insistante. Elle a posé l'assiette sur mon établi. Pépites de chocolat.
Je vous préviens, ils sont un peu brûlés en dessous. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et je les regardais. Elle n'essayait pas de flirter ou de fouiner. Elle était juste une bonne voisine. Quelque chose dans ce geste simple m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Merci, ai-je dit, la voix plus rauque que prévu. Je suis Michel. Je sais, a-t-elle répondu avec un léger sourire. J'ai vu votre nom sur la boîte aux lettres. Moi c'est Sophie. Enchantée. La blouse trahit un peu la profession, ai-je dit, tentant une forme d'humour. Elle a ri. Un son authentique que je n'avais pas entendu dans mon propre jardin depuis des mois. Observateur. Vous travaillez depuis la maison. En quelque sorte. Je possède quelques stations de lavage. Mes gérants s'occupent du gros du travail. J'ai marqué une pause, puis ajouté, ça me laisse beaucoup de temps pour trop réfléchir. Sophie m'a étudié un instant, non pas avec pitié, mais avec compréhension. Eh bien, si jamais vous avez besoin de trop réfléchir à voix haute, je suis généralement chez moi le mercredi matin. Je fais un café correct. Elle n'a pas attendu de réponse, elle a juste tourné les talons et traversé la rue, me laissant là avec une assiette de cookies légèrement brûlés et le sentiment étrange que la vie n'était peut-être pas complètement figée après tout. J'ai mangé 3 cookies avant midi. Ils étaient parfaits. Le mercredi matin est arrivé et je me suis retrouvé à traverser la rue vers la maison de Sophie sans véritable plan. Juste une vague invitation et la réalisation que j'avais passé trop de matinées seul avec mes pensées. Le café qu'elle a fait était assez fort pour décaper la peinture, servie dans des tasses dépareillées chinées en brocante. Alors, c'est quoi votre histoire, Michel, a demandé Sophie, s'installant dans un fauteuil usé face à moi. Direct, pas de détour. J'apprécie ça. Ma femme est partie il y a presque 4 mois, ai-je dit, les mots venant plus facilement que prévu. Un mot sur le comptoir, la moitié des économies envolées. Pas d'explication. Elle a juste décidé qu'elle avait besoin de se retrouver. Sophie a hoché la tête lentement, l'expression neutre. C'est dur. Vous avez des nouvelles? Pas un mot. Nos enfants semblent en savoir plus qu'ils ne le disent, mais ils gardent ses secrets. J'ai pris une longue gorgée du café amer. Thomas, mon fils, agit comme si j'étais le méchant rien qu'en posant des questions. Et Chloé, ma fille, elle pleure juste et dit que maman avait besoin d'espace. De l'espace par rapport à quoi, a demandé Sophie. C'est la question à 1 million d'euros. J'ai posé la tasse sur la table basse. 26 ans de mariage, et apparemment je l'ai tout fait sans le savoir. Sophie est restée silencieuse un moment, puis a dit quelque chose qui m'a surpris. Mon père est mort l'année dernière. Cancer. J'étais son infirmière vers la fin. Je me suis occupé de lui à la maison en hospitalisation à domicile. Je suis désolé, ai-je dit sincèrement. Votre frère Pierre, a-t-elle continué, la voix prudente. C'était un de mes patients il y a 3 ans. Un hôpital différent, un service différent, mais je me souviens de lui. Vous veniez tous les jours durant sa dernière semaine. L'atmosphère dans la pièce a changé. Je l'ai fixé, les pièces du puzzle s'assemblant. Vous saviez qui j'étais quand vous avez emménagé. Je vous ai reconnu, oui, a admis Sophie. Mais je n'ai rien dit parce que je n'étais pas sûr que vous vous souviendriez de moi. On ne s'est croisé que quelques fois dans les couloirs. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. J'ai assimilé l'information, cherchant de la colère ou un sentiment de trahison, mais n'en trouvant aucun. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que vous méritez l'honnêteté, a-t-elle dit simplement. Et parce que je ne veux pas construire une amitié sur des non-dits. Votre frère était un homme bien. Vous étiez là pour lui quand ça comptait. Ça en dit long sur qui vous êtes. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. C'était le meilleur des frères Dubois, c'est sûr. J'en doute, a répondu Sophie avec un petit sourire. Mais vous pouvez continuer à le penser si ça vous aide. Nous sommes restés assis là à boire ce café terrible, et d'une certaine manière, la matinée semblait moins lourde que lorsque j'avais franchi sa porte. Juillet a frappé comme une fournaise, et les stations de lavage faisaient un chiffre d'affaires record. Les gens voulaient leurs véhicules impeccables pour les vacances d'été, et mes gérants faisaient des heures supplémentaires pour suivre la demande. J'aurais dû me concentrer sur les chiffres, sur la maximisation des profits pendant la haute saison. Au lieu de cela, je me surprenais à attendre avec impatience les mercredis matins avec Sophie. C'est devenu une routine sans qu'on l'ait prévu. Elle travaillait de nuit du mardi au mercredi, rentrait vers 7 heures du matin,
dormais jusqu'à midi, et ensuite j'arrivais avec des viennoiseries de la boulangerie du centre-ville. On s'asseyait sur sa terrasse arrière, on parlait de tout et de rien. Elle me parlait des patients difficiles, du poids émotionnel de voir les gens partir malgré ses efforts. Je lui parlais des appels de plus en plus hostiles de Thomas et des silences coupables de Chloé. Vos enfants sont dans une position délicate, a dit Sophie un après-midi, ses pieds nus posés sur la rambarde de la terrasse. Ils vous aiment tous les deux, mais leur mère a probablement peint un tableau qui fait de vous le mauvais rôle. Quel tableau pourrait-elle bien peindre, ai-je demandé, la frustration perçant dans ma voix. J'ai travaillé dur, j'ai pourvu aux besoins de la famille, je n'ai jamais trompé, jamais élevé la voix. Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? C'est peut-être ça le problème, a dit doucement Sophie. Vous étiez stable, prévisible, sûr. Certaines personnes confondent cela avec l'ennui. Ça a piqué, parce que c'était probablement vrai. Isabelle avait l'habitude de m'appeler son roc. Quand est-ce que les rocs sont devenus quelque chose qu'on fuit au lieu de s'appuyer dessus? Un soir de fin juillet, j'étais en train de remplacer des planches pourries sur la terrasse de Sophie quand elle est sortie avec 2 bières. Elle était en repos depuis 3 jours, rattrapant son sommeil, et semblait plus reposée que je ne l'avais jamais vue. Vous n'êtes pas obligé de tout réparer chez moi, vous savez, a-t-elle dit en me tendant une bouteille. Je peux engager quelqu'un. Je sais, ai-je répondu, testant la stabilité de la nouvelle planche. Mais j'aime travailler de mes mains. Ça m'empêche de trop penser. Sophie s'est assise sur les marches à côté de ma caisse à outils. Je peux vous poser une question personnelle. Allez-y. Est-ce que vous faites tout ça parce que vous essayez de tourner la page ou parce que vous attendez encore qu'elle revienne? J'ai arrêté de travailler et je l'ai regardé droit dans les yeux. Il y a 2 mois, j'aurais dit que j'attendais. Maintenant, je ne sais pas. J'essaie juste de comprendre ce qui vient ensuite. C'est légitime, a dit Sophie. Elle a bu une gorgée de bière, puis a ajouté, si ça peut vous rassurer, je pense que ce qui vient ensuite pourrait être meilleur que ce qu'il y avait avant. Cette nuit-là, après être rentré chez moi, je suis resté dans ma chambre à fixer les photos sur la commode. Isabelle et moi le jour de notre mariage, jeunes, stupides et sûrs d'avoir tout compris. J'ai pris cette photo et je l'ai mise dans un tiroir. Pas par colère, juste par acceptation. Certains chapitres se terminent, qu'on soit prêt ou non. C'est arrivé un mardi soir de fin septembre, presque exactement 1 an après le départ d'Isabelle. J'étais dans le garage en train de ranger des outils. Sophie était à l'intérieur en train de préparer le dîner car elle avait insisté sur le fait que je devais manger autre chose que des sandwichs et des plats à emporter. Nous étions devenus à l'aise l'un avec l'autre ces derniers mois. Assez à l'aise pour qu'elle ait une brosse à dents dans ma salle de bain et que j'ai une clé de chez elle pour les urgences. Rien d'officiel, pas d'étiquette, juste 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Mon téléphone a vibré sur l'établi. Numéro inconnu, mais l'aperçu du message m'a noué l'estomac avant même que je ne l'ouvre complètement. Je me suis bien amusé. Maintenant, je suis prête à redevenir une épouse. On peut parler? Pas de salutations, pas d'excuses, juste ça, comme si elle avait été en vacances et qu'elle était prête à rentrer maintenant qu'il commençait à faire froid. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis j'ai relu quand je l'ai rallumé. Une année entière de silence, et c'était ce qu'elle avait choisi de dire. Sophie est apparue dans l'encadrement de la porte du garage, s'essuyant les mains sur un torchon. Le dîner est presque prêt. Tu rentres ou je t'apporte une assiette ici? Je lui ai tendu le téléphone sans un mot. Elle a lu le message, son expression passant de la curiosité à la compréhension, puis à quelque chose de plus dur. Tu vas répondre, a demandé Sophie, la voix soigneusement neutre. Non, ai-je dit, le mot sortant plus certain que je ne le sentais. Il n'y a rien à répondre à ça. Elle va réessayer, a prévenu Sophie. Les gens comme ça, ils n'acceptent pas le silence. Eh bien, elle avait raison. Au cours des 3 jours suivants, d'autres messages sont arrivés. Chacun plus désespéré, plus manipulateur que le précédent. J'ai fait une erreur. S'il te plaît. J'étais perdu, je ne savais pas ce que je faisais. Les enfants aimeraient qu'on soit réunis. Ce dernier a fait bouillir mon sang. Les enfants. Comme si Thomas ne lui avait pas envoyé de l'argent dans mon dos. Comme si Chloé n'avait pas su exactement où sa mère était pendant tout ce temps où je m'inquiétais, faisais mon deuil et reconstruisais ma vie à partir de zéro. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois.
J'ai appelé un avocat. Pas n'importe quel avocat, mais Maître Bernard, spécialisé dans les divorces contentieux où une partie a abandonné le domicile conjugal et détourné des biens communs. La consultation fut éclairante. Il s'avérait que j'avais plus de poids juridique que je ne le pensais. L'argent qu'elle avait pris, l'année d'abandon, l'absence totale de communication, tout jouait en ma faveur. Mon avocate me l'a exposé clairement, « Monsieur Dubois, si votre femme veut se réconcilier, elle va devoir passer par la voie légale maintenant. Et vu ce que vous m'avez dit, je recommande de commencer à rassembler des preuves de toute liaison extra-conjugale. Cela renforcera considérablement votre position pour un divorce pour faute. » Comment je fais ça, ai-je demandé. Détective privé. J'ai quelqu'un avec qui je travaille régulièrement. Il est discret, minutieux et rapide. S'il y a quelque chose à trouver, il le trouvera. J'ai signé le mandat cet après-midi-là, pas par vengeance, mais par protection. Sophie commençait à compter pour moi d'une manière qui m'effrayait, et je devais m'assurer qu'Isabelle ne pourrait pas détruire ce que nous construisions avec une revendication légale sur mes biens ou ma vie. Quand je suis rentré, Sophie était assise sur mon porche, toujours dans sa tenue d'infirmière. Elle s'est levée quand elle m'a vu, cherchant des réponses sur mon visage. J'ai pris un avocat, ai-je dit simplement. Et un détective privé. Si elle veut revenir, elle va découvrir qu'il est trop tard. Sophie n'a rien dit. Elle s'est juste approchée et m'a entouré de ses bras, et je me suis laissé aller à la tenir comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui essayait sans cesse de se dérober sous mes pieds. Ce soir-là, j'ai complètement éteint mon téléphone et l'ai laissé dans un tiroir. Quoi qu'Isabelle ait à dire, elle pourrait le dire à mon avocate. J'avais fini d'être sa roue de secours. Les coups à la porte sont arrivés tôt un samedi matin, 2 semaines après ce premier SMS. J'étais dans la cuisine en train de faire du café. Sophie était à l'étage sous la douche. Nous avions passé la soirée précédente à trier de vieux cartons dans mon grenier, décidant quoi garder et quoi jeter. C'était symbolique, nettoyer le passé pour faire de la place à la suite. Les coups étaient insistants, exigeants. Je savais qui c'était avant même de regarder par la fenêtre. Isabelle se tenait sur mon porche, comme sortie d'un magazine. Coiffure parfaite, maquillage impeccable, portant une tenue qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle avait l'air bronzée, reposée, comme si elle avait passé l'année écoulée dans un spa au lieu de détruire un mariage. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je suis juste resté là à regarder cette femme avec qui j'avais passé 26 ans et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de manque, pas de curiosité sur où elle avait été. Juste un espace vide et froid là où ses sentiments vivaient autrefois. La douche à l'étage s'est arrêtée. J'ai entendu Sophie bouger dans la chambre. Isabelle a frappé encore, plus fort cette fois. « Michel, je sais que tu es là. Je vois ta voiture. S'il te plaît, parle-moi. » J'ai marché jusqu'à la porte mais je n'ai pas ouvert. « Tu dois partir, Isabelle. » Il n'y a rien à dire. J'ai fait une erreur, a-t-elle crié à travers la porte, sa voix prenant ce ton suppliant qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. J'étais confuse. J'avais besoin de temps pour comprendre les choses, mais je suis prête maintenant. Je veux rentrer à la maison. Ce n'est plus ta maison, ai-je dit, ma voix plate et factuelle. Tu es parti. Tu as pris 70 000 € et tu as disparu pendant 1 an sans un mot. Tu ne peux pas juste revenir parce que tu es prête maintenant. Michel, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je me suis juste égaré un moment. J'ai failli rire. Égaré, comme si elle avait pris un mauvais tournant au lieu de délibérément abandonner tout ce que nous avions construit ensemble. C'est là que j'ai entendu des pas dans l'escalier derrière moi. Sophie est apparue en haut des marches, portant un de mes vieux t-shirts et ses cheveux encore humides de la douche. Elle s'est figée quand elle m'a vu à la porte, lisant la situation instantanément. « Tu veux que j'ouvre » a demandé Sophie doucement. J'ai reculé. « Ouais, je pense que ce serait parfait. » Sophie a marché jusqu'à la porte et l'a ouverte avant que je puisse douter de la décision. L'expression soigneusement construite d'Isabelle s'est brisée au moment où elle a vu qui se tenait dans mon entrée, dans ma maison, portant mes vêtements. Ses yeux sont allés du visage de Sophie à son ventre, qui commençait juste à montrer une courbe douce à 5 mois de grossesse. Nous avions découvert la grossesse il y a 3 semaines, à peu près au moment où Isabelle avait commencé à envoyer ses SMS désespérés. Le timing est tout, j'imagine. Le visage d'Isabelle est devenu livide.
Toute la couleur l'a quitté comme si on avait tiré une prise. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. « Je peux vous aider ?» a demandé Sophie, la voix polie mais ferme. Pas hostile, pas suffisante, juste présente et inébranlable. « Qui êtes-vous » a finalement réussi à dire Isabelle, la voix à peine un murmure. « Je suis Sophie » a-t-elle répondu simplement. « Et vous devez partir. » Michel a été clair, il ne veut pas vous parler. Isabelle a regardé par-dessus l'épaule de Sophie, essayant de croiser mon regard, mais je m'étais déjà détourné. Je suis allé dans la cuisine me verser une tasse de café, écoutant Sophie refermer calmement la porte et la verrouiller. Par la fenêtre, j'ai regardé Isabelle rester sur le porche un long moment, son calme parfait totalement démoli. Puis elle s'est tournée et a marché vers sa voiture, c'est pas instable comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire ce qui venait de se passer. Sophie est entrée dans la cuisine et s'est tenue près de moi. « Ça va ? » « Ouais, » ai-je dit, surpris de constater que c'était vrai. Vraiment. Thomas s'est pointé 2 jours après la visite ratée d'Isabelle, et il n'est pas venu seul. Sa femme Manon était avec lui, et je pouvais voir à la contraction de sa mâchoire que c'était elle qui tirait les ficelles. Ils m'ont trouvé dans l'allée en train de laver une de mes voitures personnelles. Quelque chose que je faisais le dimanche matin pour me vider la tête. « Il faut qu'on parle, papa » a dit Thomas, la voix tendue par une colère à peine contenue. Il avait 27 ans mais agissait comme un adolescent défendant l'honneur de sa mère. J'ai coupé le tuyau d'arrosage et je leur ai fait face. « À propos de quoi ? » « À propos du fait que tu remplaces maman comme si elle n'avait jamais existé, » a répliqué Thomas. « À propos du fait que tu installes une inconnue dans sa maison et que tu la mets enceinte. »« À quoi tu penses, bon sang ? » ?»« Premièrement, c'est ma maison, » ai-je dit, gardant ma voix posée mais ferme. « Votre mère l'a quittée il y a plus d'1 an. Deuxièmement, Sophie n'est pas une inconnue et elle ne remplace personne. Elle construit quelque chose de nouveau avec moi. Quelque chose que votre mère a choisi de détruire. Elle a fait une erreur, a interjecté Manon, la voix sèche. Les gens font des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on jette un mariage à la poubelle. Votre mère n'a pas fait une erreur, ai-je corrigé, regardant Thomas droit dans les yeux. Elle a fait un choix. Elle a choisi de partir. Choisi de prendre 70 000 € de notre argent. Choisi de disparaître pendant 1 an sans un mot. Ce ne sont pas des erreurs, fiston. Ce sont des décisions. Tu ne sais pas ce qu'elle traversait, a argumenté Thomas. Elle avait du mal à accepter de vieillir, de se sentir invisible. Elle avait besoin de soutien, pas de jugement. J'ai senti ma patience s'effriter. J'ai été son mari pendant 26 ans. Je lui ai donné tout le soutien possible. J'ai travaillé dur pour offrir une belle vie. Jamais trompé, jamais menti. Si elle allait mal, elle aurait pu me parler au lieu de s'enfuir avec l'argent du ménage. L'argent du ménage, a ri Manon amèrement. C'était la communauté de biens. Elle avait tous les droits de le prendre. Pas sans me dire qu'elle partait, ai-je contré. Pas en vidant les comptes au milieu de la nuit comme une voleuse. Et certainement pas pendant que vous deux l'aidiez à financer sa petite aventure. Le visage de Thomas a rougi. C'est notre mère. On l'aidait à se remettre sur pied. Elle était sur pied tout du long, ai-je dit. Elle a juste décidé que ses pieds ne voulaient plus être à côté des miens. Et vous savez quoi ? J'ai fait la paix avec ça. J'ai tourné la page. Ce que je ne tolérerai pas, c'est que vous veniez chez moi pour essayer de me culpabiliser afin que je reprenne quelqu'un qui ne m'a pas assez respecté pour avoir une conversation avant de détruire notre mariage. Ce bébé ne change rien, a dit Manon froidement, faisant un geste vers la maison où Sophie était visible par la fenêtre de la cuisine. Légalement, tu es toujours marié à la mère de Thomas. C'est de l'adultère et ça comptera devant le juge aux affaires familiales. Vous seriez surpris de ce que mon avocate en pense, ai-je répondu. Il s'avère que l'abandon du domicile conjugal depuis plus d'1 an me donne une position solide. Et si on parle d'adultère, vous devriez peut-être demander à votre belle-mère ce qu'elle faisait l'année dernière. Mon détective privé a des rapports très détaillés. Thomas a pâli. Tu as engagé un détective. Je me suis protégé, ai-je dit simplement. Chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Maintenant, si vous avez fini d'essayer de m'intimider sur ma propre propriété, j'ai du travail. Ce n'est pas fini, papa, a dit Thomas, mais sa voix avait perdu de son tranchant. Maman parle à son propre avocat. Tu ne vas pas t'en tirer en l'excluant de tout.
Je ne l'exclus de rien dont elle ne se soit pas exclue elle-même, ai-je répondu. Elle est partie. Je ne fais qu'officialiser la chose. Maintenant sortez de chez moi avant que j'appelle la police pour intrusion. Ils sont partis, Manon traînant pratiquement Thomas vers leur voiture. Je les ai regardés s'éloigner, puis je suis rentré trouver Sophie assise à la table de la cuisine, ses mains entourant une tasse de thé. J'ai entendu la plupart, a-t-elle dit doucement. Ça va? Je suis fatigué, ai-je admis en m'asseyant face à elle. Fatigué de me défendre d'avoir survécu à ce qu'elle m'a fait. Fatigué d'être traité comme le méchant parce que je ne suis pas resté assis à attendre qu'elle revienne. Sophie a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Ton fils est manipulé par sa femme. Il finira par s'en rendre compte. Peut-être, ai-je dit. Mais pour l'instant, il l'ait choisi elle plutôt que moi, et je dois accepter ça. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocate et lui ai raconté la visite de Thomas et les menaces de Manon. Maître Bernard m'a assuré que tout se déroulait comme prévu et que l'avocat d'Isabelle n'avait pas encore déposé de demande conventionnelle. Elle gagne du temps, a expliqué l'avocate. En espérant que vous céderez et accepterez une médiation. Ne le faites pas. Nous avons une position plus forte et elle le sait. 3 semaines après la visite hostile de Thomas, c'est Chloé qui m'a contacté, non pas avec des accusations ou des exigences, mais avec un simple SMS. On peut prendre un café? Juste tous les deux. Je l'ai retrouvée dans un petit café du centre un matin froid de novembre. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette au fond, l'air nerveux et coupable. Chloé avait 25 ans, était institutrice, et avait toujours été la médiatrice de la famille. Merci d'être venu, papa, a-t-elle dit alors que je m'installais face à elle. Bien sûr, ai-je répondu. Tu es ma fille. J'aurai toujours du temps pour toi. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te contacter plus tôt. J'aurais dû te défendre quand Thomas était odieux. Tu étais dans une position difficile, ai-je dit. Bien que ses excuses signifiaient plus qu'elle ne le réalisait. J'ai été lâche, s'est corrigé Chloé. Maman m'a appelé juste après avoir vu cette femme, Sophie, à la maison. Elle était hystérique, disant que tu l'avais trahi, que tu avais tourné la page si vite. Et j'ai juste écouté sans dire ce que j'aurais dû dire, à savoir qu'elle n'a aucun droit d'être énervée, a dit Chloé fermement, la colère gagnant sa voix. Qu'elle t'a laissé, papa. Elle est partie sans un mot et a disparu pendant plus d'1 an. Qu'est-ce qu'elle croyait qu'il allait se passer? Que tu allais juste geler ta vie et attendre qu'elle décide qu'elle avait fini de s'amuser? J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Tu savais où elle était. J'en savais une partie, a admis Chloé en s'essuyant les yeux. Elle m'a appelé quelques fois, a dit qu'elle était sur la Côte d'Azur pour essayer de comprendre des choses. Elle n'a jamais mentionné de mec, mais Thomas m'a dit plus tard qu'elle avait été avec quelqu'un. Quand cette relation a échoué, soudainement elle a voulu rentrer comme si tu n'étais que son plan B. C'est exactement ce que j'étais, ai-je dit doucement. J'ai honte de lui avoir envoyé de l'argent, a continué Chloé. Thomas et moi l'avons fait, et on ne te l'a pas dit parce qu'on savait que c'était mal. On l'aidait à te faire du mal et je suis tellement désolé. J'ai tendu la main pour prendre la sienne. Chloé, tu aimes ta mère. Je comprends ça. Je ne te demande pas de choisir un camp. Mais moi je choisis, a-t-elle dit. Je choisis de te dire la vérité. La semaine dernière, j'ai entendu maman au téléphone avec son amie Janet. Elle riait de toi, papa, te traitant de prévisible et d'ennuyeux. Elle a dit que tu étais un chèque de paie fiable, mais qu'elle avait besoin d'excitation, besoin de se sentir jeune à nouveau. Et quand Janet a demandé pourquoi elle voulait revenir maintenant, maman a dit, parce que la stabilité a l'air plus séduisante quand on est fauché et seul. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il confirmait tout ce que je soupçonnais. Isabelle ne m'avait pas aimé pour qui j'étais. Elle aimait ce que j'apportais. La sécurité et la vie confortable. Quand elle s'est lassée de ça, elle l'a échangé pour l'aventure. Et quand l'aventure a mal fini, elle a voulu récupérer son filet de sécurité. Ça a dû être dur à entendre, ai-je dit. Ça m'a rendu malade, a répondu Chloé. Et ça m'a fait réaliser que cette femme, Sophie, elle ne te vole pas à maman. Maman t'a jeté. Sophie est juste assez intelligente pour voir ce que maman a gâché. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Chloé m'a parlé de ses propres difficultés.
Comment le divorce l'avait forcée à examiner ses propres relations. Comment elle avait rompu avec son copain de 3 ans parce qu'elle avait réalisé qu'elle se contentait de quelqu'un qui ne la respectait pas. Tu m'as appris ça, papa. Et elle a dit, te voir refuser de reprendre maman. Te voir choisir ton propre bonheur plutôt que ce que tout le monde attendait de toi, ça demandait du courage. Quand on s'est serré dans les bras sur le parking, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé ma fille. Pas l'enfant qui avait grandi chez moi, mais une adulte qui me respectait assez pour me dire la vérité. L'audience de divorce était prévue pour un matin froid de février, 8 mois après qu'Isabelle ait tenté de revenir. Mon avocate, Maître Bernard, m'avait préparé à ce qui m'attendait, mais rien ne vous prépare vraiment à vous asseoir de l'autre côté d'un tribunal face à quelqu'un avec qui vous avez passé la moitié de votre vie. Isabelle est arrivée avec une allure coûteuse mais fatiguée. Son avocat, un type nommé Maître Poussin, qui se spécialisait dans la protection des époux fortunés, s'est assis à côté d'elle, brassant des papiers. Je me suis assis avec Maître Bernard et Sophie à mes côtés, même si elle était enceinte de 8 mois et aurait probablement dû se reposer à la maison. Je veux être là, avait insisté Sophie ce matin-là. Tu m'as soutenu. Je te soutiens. La juge, une femme stricte dans la soixantaine nommée Margaret Hallyday, a examiné le dossier avant de lever les yeux vers les deux parties. Ceci semble être un cas d'abandon simple. Madame Dubois, vous avez quitté le domicile conjugal en mars de l'année dernière et n'avez eu aucun contact avec votre mari pendant 12 mois. Est-ce correct? L'avocat d'Isabelle s'est levé. Votre honneur, ma cliente traversait une crise de santé mentale et avait besoin de temps pour se rétablir. Elle est prête à se réconcilier et à entamer une thérapie de couple avec son mari. Monsieur Dubois, souhaitez-vous vous réconcilier, m'a demandé directement la juge Hallyday. Je me suis levé. Non, madame la juge, j'ai refait ma vie. J'attends un enfant avec ma compagne, et je veux que ce mariage soit légalement dissous. Votre honneur, a interjecté Poussin. Ma cliente a droit à la moitié des biens de la communauté, y compris les parts de l'entreprise de monsieur Dubois et ses comptes retraite. Maître Bernard s'est levé avec fluidité. Madame la juge, nous avons la preuve que madame Dubois a retiré 70 000 € des comptes joints sans la connaissance ni le consentement de monsieur Dubois avant d'abandonner le mariage. Nous avons également des preuves documentées de multiples liaisons extra-conjugales au cours des 3 dernières années, y compris une relation d'1 an avec un homme nommé Thierry Bastien qu'elle entretenait alors qu'elle vivait encore au domicile conjugal. J'ai vu le visage d'Isabelle devenir blanc. Le détective privé avait bien fait son travail. Thierry n'était pas juste un gars au hasard. C'était un investisseur immobilier qu'elle voyait lors de conférences professionnelles depuis des années avant de finalement me quitter pour lui. Ces liaisons sont-elles documentées, a demandé la juge Hallyday. De manière exhaustive, votre honneur, a répondu Maître Bernard en remettant un dossier épais, reçu d'hôtel, SMS récupérés sur le cloud, témoignages de collègues qui étaient au courant de la relation. La juge a examiné les documents en silence. L'avocat d'Isabelle a essayé d'objecter, mais la juge Hallyday a levé une main. Madame Dubois, ces informations sont-elles exactes? Isabelle a regardé son avocat, puis moi, puis ses mains. J'ai fait des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, Madame Dubois. Ce sont des choix délibérés faits sur une longue période. La juge Hallyday a fermé le dossier. Je prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse pour abandon et adultère. Monsieur Dubois conservera la pleine propriété de ses actifs commerciaux et de la résidence principale. Madame Dubois, vous recevrez 15% des biens acquis accumulés pendant le mariage, moins les 70 000 € que vous avez retirés sans consentement. Tous les comptes d'épargne retraite restent à monsieur Dubois car il en était le contributeur principal. Votre honneur, ce n'est pas juste, a protesté Poussin. La justice serait que votre cliente rende l'argent qu'elle a volé et s'excuse d'avoir fait perdre son temps à ce tribunal, a répondu sèchement la juge. Le divorce est prononcé. L'audience est levée. Sortir de ce tribunal avec la main de Sophie dans la mienne m'a fait l'effet de sortir d'une cage dans laquelle j'étais piégé depuis des années. Isabelle a essayé de capter mon regard dans le couloir, mais j'ai continué à marcher. Il n'y avait plus rien à lui dire. Comment te sens-tu, a demandé Sophie quand nous sommes arrivés au parking. Libre, ai-je dit simplement. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je me sens complètement libre. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon notaire et lui ai fait rédiger un nouveau testament. Tout allait à Sophie et sa fille. Thomas n'aurait rien à moins qu'il ne revienne à de meilleurs sentiments. Et même alors, ce serait un fonds fiduciaire pour d'éventuels petits-enfants, pas un accès direct à mes biens.
Chloé recevrait un héritage substantiel parce qu'elle avait choisi l'honnêteté et la famille plutôt que la loyauté aveugle. Ce n'était pas une punition. C'était une question de protéger ce qui comptait et de récompenser ceux qui m'avaient soutenu quand ça comptait. Notre fille, Emma Grèce Dubois, est née un mardi matin de fin mars. 3,2 kg avec une tête pleine de cheveux bruns et les yeux de sa mère. Je l'ai tenue dans la chambre d'hôpital pendant que Sophie dormait, épuisée par l'accouchement, et j'ai senti quelque chose s'enclencher dans ma poitrine. C'était ça, l'effet que la famille était censée faire. Pas une obligation ou une tradition, ou rester ensemble parce que c'est ce que les gens attendaient. Une vraie connexion, un vrai amour, un vrai choix. Chloé est venue nous rendre visite cet après-midi-là, apportant des fleurs et un éléphant en peluche qu'elle avait choisi elle-même. Elle a pleuré quand elle a tenu sa petite sœur, racontant à Emma comment elle allait être la meilleure grande sœur du monde. Je n'aurais jamais cru avoir une sœur, a dit Chloé en soutenant prudemment la tête d'Emma. C'est le plus beau cadeau, papa. Tu vas être une sœur incroyable, lui ai-je dit. Emma a de la chance de t'avoir. Thomas n'est pas venu, n'a pas appelé, n'a même pas envoyé de SMS. Manon a posté quelque chose sur les réseaux sociaux à propos de trahison familiale que Chloé m'a montré, mais je ne me suis pas laissé atteindre. Thomas comprendra un jour, ou pas. Je ne pouvais pas contrôler ça. Tout ce que je pouvais contrôler, c'était d'être présent pour la famille que j'avais choisie et qui m'avait choisi en retour. Nous avons ramené Emma dans une maison remplie de chaleur et de lumière. Sophie avait peint la chambre en jaune doux et les voisins nous avaient organisé une petite fête avec des cadeaux pratiques comme des couches et des vêtements de bébé. La communauté nous avait adoptés et cela semblait juste. 10 mois après la finalisation du divorce, je suis tombé sur Isabelle dans un supermarché. Elle était seule, poussant un caddie avec quelques articles de base. Elle paraissait plus vieille, plus petite d'une certaine manière, comme si la vie lui avait pris quelque chose d'essentiel. Michel, a-t-elle dit, s'arrêtant quand elle m'a vu avec Emma dans le porte-bébé contre ma poitrine. Isabelle, ai-je répondu d'un ton neutre. Elle est magnifique, a dit Isabelle, la voix tremblante. Ta fille. Merci. J'ai entendu dire que toi et Sophie vous vous étiez mariés le mois dernier. Félicitations. C'est le cas. J'ai fait simple. Juste la famille immédiate et les amis proches. Une petite cérémonie dans son jardin. Chloé avait été le témoin de Sophie. Isabelle est restée là comme si elle voulait en dire plus, mais je ne lui ai pas laissé d'ouverture. Emma a commencé à s'agiter et j'ai ajusté son porte-bébé. Je dois y aller, ai-je dit. Prends soin de toi, Isabelle. Je suis parti sans me retourner. Il n'y avait plus de colère, plus d'amertume, juste de l'indifférence. Elle était quelqu'un que j'avais connu autrefois, et c'était tout ce qu'elle serait à nouveau. Ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse avec Sophie pendant qu'Emma dormait dans son couffin entre nous. L'entreprise de lavage auto marchait mieux que jamais. J'avais promu 2 de mes meilleurs gérants à des postes d'associés, leur donnant des parts qui les motivaient à exceller. Cela signifiait plus de revenus passifs et moins de stress pour moi. À quoi tu penses, a demandé Sophie, sa main posée sur la mienne. Au fait que tout a dû s'effondrer pour pouvoir s'assembler, pas vrai, ai-je dit. Si Isabelle n'était pas partie, je ne t'aurais jamais trouvé. Je n'aurais jamais eu Emma. Je n'aurais jamais réalisé que je me contentais d'être l'option fiable de quelqu'un au lieu d'être son premier choix. Tu es mon premier choix, a dit Sophie fermement. Chaque jour. Et tu es le mien, ai-je répondu. Emma a fait un petit bruit dans son sommeil, et nous avons souri tous les deux. C'était ça. C'était la vie que j'étais censé avoir. Pas celle que j'avais planifiée ou attendue, mais celle pour laquelle je m'étais battu, que j'avais gagnée et choisi les yeux clairs et le cœur ouvert. Parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est la pire chose, parce qu'elle vous force à vous reconstruire en quelque chose de plus fort que vous ne l'étiez avant.